La voix des esprits. Depuis mon plus jeune âge, certaines expériences ont laissé en moi un mélange d'incompréhension, de fascination et parfois même de peur. Des événements étranges, troublants, que le temps n'a jamais su éclaircir. Aujourd'hui, le besoin de les raconter est devenu trop fort pour rester silencieux. Je vous invite à entrer dans cette part mystérieuse de mon passé. Je m'appelle Denis. À l'époque, je n'étais qu'un enfant de 11 ans, tout juste entré au collège. Chaque soir, c'était un rituel immuable. Après le dîner, mes frères, mes sœurs et moi, nous installions tous ensemble devant la télévision pour regarder des dessins animés. Ces moments simples, joyeux, faisaient partie de mes plus beaux repères. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Une fatigue étrange m'a envahi, pesante, presque inhabituelle. Tandis que les autres prenaient place dans le salon, je me suis levée et leur ai dit que j'allais me coucher. Ma mère, surprise, m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Il faut dire que j'étais toujours le dernier à m'endormir, celui qu'il fallait parfois rappeler à l'ordre pour aller au lit. J'ai simplement répondu que j'étais fatiguée sans trop savoir pourquoi. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange, un de ces rêves qui ne ressemblent pas aux autres, plus réels, plus chargés. Dans ce rêve, je me suis retrouvée face à un garçon, à peu près de mon âge, assis seul sur un rocher. Il pleurait, silencieusement. Poussé par une sorte d'instinct, je me suis approchée de lui. Quand il a levé la tête, ses yeux embués de larmes ont croisé les miens. Et d'une voix brisée, il m'a demandé « Tu n'as pas vu mes parents ?» Je ne le connaissais pas, jamais vu auparavant. Alors, naturellement, je lui ai demandé qui il était, mais il ne répondit pas à ma question. Il se contenta de dire, avec une urgence désespérée « Je suis sûre que tu connais mes parents. S'il te plaît, aide-moi. Dis-leur que je ne peux plus avancer. Je n'ai pas de chaussures. Dis-leur de me ramener mes baskets blanches, mes préférées. » Je me souviens lui avoir dit que je ne connaissais vraiment pas ses parents, mais lui, il était convaincu du contraire. Puis, sans que je ne comprenne comment, je me suis réveillée. Le jour s'était déjà levé. Au petit déjeuner, ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé ce que j'avais. Alors, un peu troublée, je lui ai raconté ce rêve étrange, ce garçon inconnu et son appel à l'aide. Elle m'a souri doucement, m'a caressé la tête et m'a simplement dit que ce n'était rien, juste un rêve, rien de plus. Mais moi, je savais au fond de moi que ce rêve n'était pas ordinaire. Un jour, alors que je rentrais de l'école avec mon grand frère, quelque chose d'étrange s'est produit. Je traînais des pieds derrière lui, comme souvent, fatigué par la journée. Soudain, une sensation familière m'a traversée, celle d'être observée, une présence pesante, silencieuse, presque collée à mes pas. Je me suis retournée et là, mon cœur s'est figé. C'était lui, le garçon de mon rêve, exactement le même visage, les mêmes yeux remplis de tristesse. Il me fixait, droit dans les yeux. Pris de panique, j'ai crié « Hé, toi, pourquoi tu me regardes comme ça ?» Mais au lieu de répondre, il s'est enfui en courant, disparaissant au coin de la rue. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai accéléré le pas pour rattraper mon frère. Mais à peine avais-je repris mon souffle que je l'ai senti à nouveau. Il était là, il me suivait. Je me suis retournée une deuxième fois, le cœur au bord des lèvres, et j'ai hurlé « Pourquoi tu me suis ?» Cette fois, mon frère s'est arrêté, étonné. « Denis, à qui tu parles ?» m'a-t-il demandé, l'air inquiet. Je lui ai expliqué, d'une voix tremblante, qu'un garçon me suivait, qu'il me fixait, mais mon frère n'a vu personne. « Arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a personne derrière toi, sinon je l'aurais vu, » m'a-t-il lancé. J'ai juré que je ne mentais pas, que je l'avais vu. Il a soupiré, visiblement agacé ou peut-être simplement inquiet, puis m'a dit « Passe devant, je marche derrière toi maintenant. » Cette nuit-là, comme je le craignais, il est revenu. Encore ce même rêve, toujours aussi réel, toujours aussi troublant. Il était là, assis, les pieds nus, le regard plein de détresse. Cette fois, il m'a parlé avec une douceur sourde dans la voix. « Pourquoi tu m'évites ? À chaque fois que j'essaie de m'approcher de toi, tu t'éloignes. Aujourd'hui, je t'ai vu, je t'ai même parlé, mais tu ne m'entendais pas. Tu es le seul qui peut me voir,
le seul qui peut m'aider. Il faut que tu dises à mes parents de me ramener mes chaussures. J'en ai besoin pour marcher. » À partir de ce jour, les rêves se sont enchaînés 3, parfois 4 fois par semaine. Toujours lui, toujours la même supplique. Il n'y avait plus de doute dans mon esprit. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Il essayait de me dire quelque chose. Alors, une fois encore, j'en ai parlé à mes parents. Mon père m'a écouté attentivement, puis m'a demandé si je pouvais le décrire. Mais étrangement, malgré toutes ces rencontres, il m'était impossible de donner plus de détails. Juste que c'était un garçon de mon âge, avec un visage triste, que je ne pouvais pourtant pas oublier. Mon père, visiblement troublé, mais tentant de rester calme, m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il en parlerait à un spécialiste. Il pensait peut-être à un trouble psychologique, une fatigue, un stress, un mal invisible. Un week-end, mes parents ont décidé de me faire changer d'air. Nous allions rendre visite à un oncle éloigné que je ne connaissais presque pas. À peine arrivés, nous avons été accueillis chaleureusement par la famille. C'est à ce moment que je l'ai vu, un garçon de mon âge, l'un des fils de mon oncle, et mon cœur a failli s'arrêter. C'était lui, le même visage, les mêmes yeux, les mêmes traits que le garçon dans mes rêves, comme deux gouttes d'eau. Je suis restée figée, choquée, incapable de détourner les yeux. Ma gorge s'est nouée, je me suis penchée vers ma mère, et à voix basse, presque tremblante, je lui ai murmuré. « Maman, c'est lui. Il ressemble exactement au garçon de mes rêves. » Elle a eu un léger sourire, comme pour me rassurer, et a répondu doucement. « Peut-être que c'est pour ça que tu faisais ces rêves. Tu allais bientôt le rencontrer. Ce sont sûrement des rêves prémonitoires. » Je ne savais pas quoi penser. Était-ce vraiment ça? Était-ce une simple coïncidence? Mon esprit cherchait des réponses, tiraillé entre le soulagement et l'incompréhension. Ma mère a rapporté mes paroles à mon père et à mon oncle. Ils se sont échangés quelques regards, des sourires un peu gênés, puis nous ont encouragés, lui et moi, à aller jouer ensemble. Alors j'ai obéi. Je me suis approchée de lui, un peu hésitant. Il m'a souri, naturellement, comme si on se connaissait déjà depuis toujours. Nous avons passé le week-end à jouer, à rire, à parler, comme deux enfants ordinaires. Quelques jours seulement, après ce week-end étrange mais paisible, mes parents ont reçu un appel en fin d'après-midi. C'était mon oncle. Sa voix était brisée, méconnaissable, noyée dans les sanglots. Il venait de vivre l'impensable. Son fils, celui-là même, avec qui j'avais joué quelques jours plus tôt, s'était noyé. L'accident avait eu lieu lors d'une simple sortie de pêche. Mon oncle, absorbé par ces lignes, ne s'était pas rendu compte que son fils s'était approché trop près de l'eau. Quand il a réalisé, il était déjà trop tard. Je me souviens du silence dans la maison après cet appel. Un silence lourd, irrespirable. Mes parents étaient effondrés. Les funérailles étaient prévues pour le week-end suivant, dans 4 jours. Ils ont aussitôt prévu de s'y rendre, le cœur lourd, en soutien à la famille. Mais cette nuit-là, il est revenu. Dans mon rêve, le garçon était là, plus insistant que jamais, les yeux emplis de détresse. « Tu dois leur dire que je n'ai pas de chaussures. J'ai besoin de mes baskets blanches, tu sais, celles que j'aimais tant. » Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, la gorge serrée. Le lendemain était un mercredi, pas d'école l'après-midi. Pourtant, au lieu de profiter du repos, je me suis sentie étrange. Mon nez s'est mis à saigner, sans raison. Le sang ne s'arrêtait plus. Mon grand frère, affolé, a tenté de m'aider, mais il ne savait plus quoi faire. Il a appelé ma mère en panique. Moi, j'étais là, étourdie, vidée. Et puis, tout est devenu noir. Je me suis évanouie. À mon réveil, une lumière blanche m'aveuglait. Là, à côté de moi, il était là, le garçon, celui de mes rêves. Il me tenait la main, presque comme un frère. D'une voix faible, il m'a murmuré. « Regarde mes pieds, j'ai froid, je n'ai vraiment pas de chaussures. Je te l'ai déjà dit. Dis à mes parents de me donner mes baskets blanches, ce sont mes préférées. » À ce moment précis, j'ai rouvert les yeux, en sursaut. J'étais aux urgences. Ma mère était là, à mes côtés, le regard inquiet. Elle m'a pris la main
et m'a demandé pourquoi j'étais si agitée à l'instant. Encore sous le choc, je lui ai tout raconté. Le fils de l'oncle qui me tenait la main, ses pieds nus, et surtout sa demande, dire à ses parents de lui donner ses baskets blanches. J'ai vu ma mère devenir blême, comme si quelque chose soudain prenait tout son sens. Elle a détourné le regard, les yeux humides, et a murmuré une prière douce, rapide, mais chargée de crainte. Après cet étrange passage aux urgences, ma mère m'a ramenée à la maison. Elle n'a plus dit un mot pendant tout le trajet, mais dans son silence, je sentais une peur sourde. Ce soir-là, après notre retour de l'hôpital, mes parents ont longuement parlé entre eux. Puis, mon père a pris son téléphone et a appelé mon oncle et ma tante. La voix de mon père était calme, presque solennelle. Il leur a raconté, avec douceur, ce que j'avais vu, que leur fils était venu me parler en rêve, qu'il m'avait demandé, encore et encore, qu'on lui remette ses baskets blanches, ses chaussures préférées. Un silence pesant a suivi, puis, soudain, au bout du fil, un sanglot. C'était ma tante. Sa voix tremblait d'émotion. Elle a dit, la gorge serrée. « Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Il avait des baskets blanches. Il les aimait tellement qu'il refusait de les porter trop souvent. Il les gardait précieusement dans sa chambre, de peur de les abîmer. » Un moment de silence, puis elle ajouta. « Merci. Merci de m'avoir dit ça. Je vais les lui remettre. C'est ce qu'il aurait voulu. » Ce soir-là, quelque chose en moi s'est relâché, comme si le poids de toutes ces nuits de confusion, de peur, de mystère, trouvait enfin une réponse. Le jour des funérailles arriva, et cette nuit-là, il est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Le décor n'était plus sombre, il n'y avait plus de pleurs, plus de détresse. Il se tenait là, devant moi, souriant. Il portait ses baskets blanches, celles qu'il aimait tant. Elles semblaient neuves, éclatantes. Il m'a regardé, les yeux brillants de reconnaissance. Puis, levant doucement la main pour me dire au revoir, il m'a dit « Maintenant que j'ai ce que je désire, je vais partir. Merci à toi. » Puis, il s'est tourné, et lentement, il a disparu dans une lumière douce, une lumière paisible. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais rêvé de lui. Vers l'âge de 16 ans, j'ai rencontré une fille. Elle est vite devenue bien plus qu'une simple camarade, ma première petite amie. Cette relation, douce et sincère, a illuminé mon adolescence d'une lumière nouvelle. Mais un jour, elle m'a annoncé que sa famille allait déménager dans une autre ville, à plusieurs heures d'ici. Elle me regardait les yeux brillants, comme si elle savait déjà ce que cela signifiait. On ne se verra peut-être plus, Denis. J'ai tout de suite tenté de la rassurer, malgré la boule dans ma gorge. Dans 2 ans, j'aurai mon permis, et je viendrai te voir, peu importe la distance. Je m'étais mis à venir plus souvent chez elle, profitant de moindres moments, comme si chaque visite comptait un peu plus que la précédente. Un jour, alors que je passais chez elle, son petit frère Tommy, un garçon de 6 ans, jouait avec des petites voitures dans le salon. Curieux, je me suis approchée pour le taquiner un peu, comme à mon habitude. Il a levé les yeux vers moi, avec un sérieux étrange pour un enfant de son âge, et m'a dit « Denis, tu sais qu'on va bientôt déménager très loin? Tu ne pourras plus voir ma sœur. » Je lui ai souri, un peu triste, et je lui ai répondu que je le savais et que c'était pour ça que je passais autant de temps avec elle. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a glacée. « Ils vont tous partir, mais moi, je vais rester. J'ai déjà trouvé des nouveaux parents. » Un frisson m'a traversé. J'ai tenté de plaisanter, mais ma voix sonnait faux. Ma copine, qui avait entendu, s'est aussitôt approchée. « Arrête de dire n'importe quoi, toi !» Le petit garçon, imperturbable, ajouta « Mais c'est vrai, mes nouveaux parents sont d'accord pour m'accueillir. » Il avait dit ça avec une telle certitude, une telle tranquillité, que le malaise s'est installé, discret, mais pesant. 2 semaines avant le déménagement, ma copine m'a confié que ses parents avaient dû tout repousser. Son petit frère était tombé malade. Il avait été hospitalisé. Les médecins ne comprenaient pas encore ce qu'il avait. L'état de Tommy empirait. Il était désormais inconscient, plongé dans un sommeil profond et inquiétant. Sa famille, à bout de nerfs,
veiller à son chevet jour et nuit. Un jour, ma copine me proposa de l'accompagner à l'hôpital. Je n'ai pas hésité une seconde. Quand je suis entrée dans la chambre, le silence était lourd, presque sacré. Tommy était là, immobile dans son lit d'hôpital, entouré de machines et de bips réguliers. Ses parents étaient assis à ses côtés, visiblement épuisés, rongés par l'angoisse. Je m'approchai doucement, mais soudain, une douleur fulgurante me traversa le crâne, un mal de tête atroce, comme si quelque chose cognait violemment à l'intérieur de moi. Ma copine, inquiète, me demanda si ça allait. J'ai à peine pu murmurer que j'avais juste un peu la tête qui tourne. Ses parents, soucieux, m'ont conseillé d'aller me reposer un moment dans la petite salle d'attente à côté. Ma copine m'accompagna, me laissa m'asseoir, puis retourna auprès de son frère. Je suis restée là, seule dans cette pièce, la tête lourde, le cœur battant. C'est alors que je l'ai vu. Un petit garçon venait d'entrer dans la salle. Il marchait calmement jusqu'au coin des livres et des jouets. Je l'ai reconnu immédiatement. Mon cœur s'est figé. C'était Tommy. Pas dans une blouse d'hôpital, non. Il portait un pantalon en toile et un t-shirt à motifs. Il semblait totalement éveillé, parfaitement vivant et serein. Je ne comprenais plus rien. Mon esprit vacillait entre panique et incompréhension. « Tommy ?» ai-je murmuré. Il leva la tête vers moi, un petit sourire tranquille aux lèvres. « Tu es ici? Mais comment ?» Il haussa les épaules. « Je préfère rester ici. Là-bas, tout le monde pleure. J'ai pas envie de les voir pleurer. » Sa voix était douce, étonnamment posée. Je lui demandai alors s'il était guéri. Il secoua la tête. « Non, je suis encore là-bas. Je dors. Mais ici, c'est mieux. » Je bondis de mon siège, le cœur battant à tout rompre. Je fonçai jusqu'à sa chambre. Et là, il était toujours là, allongé, inconscient. Ses parents et sa sœur n'avaient rien remarqué. Je tremblais, mon souffle était court. Que m'arrivait-il? Était-ce un rêve? Une hallucination? Je suis retournée à la salle d'attente. Tommy était toujours là. Je pris une grande inspiration et lui demandai, d'une voix hésitante. « Ton corps est là-bas. Alors, comment peux-tu être ici ?» Il me regarda avec tendresse, presque avec une compassion étrange. « Je suis l'esprit de Tommy. » Je restai sans voix. Puis, il poursuivit, plus sérieux. « Denis, tu veux bien dire à papa et maman de ne pas déménager? Je veux rester avec mes copains d'école. S'ils veulent partir, alors je laisserai Tommy dormir pour toujours. Mais s'il reste, je lui dirai de se réveiller. Tu veux bien leur dire? » Mon cœur s'arrêta un instant. Le choix était si clair, si brutal. J'ai hoché la tête. « Oui, je leur dirai. » À ce moment précis, tout devint flou. Une sensation étrange m'envahit, comme si on me tirait en arrière. Puis, j'ouvris les yeux. Je m'étais assoupie. Depuis combien de temps, je ne savais pas. Mais ce rêve semblait plus réel que la réalité elle-même. Je me relevai lentement. J'étais encore bouleversée, hésitant. Devais-je vraiment leur parler de ce que Tommy m'avait dit? Était-ce un simple rêve ou un message, une demande? Je me suis dirigée vers la chambre, le cœur lourd et les pensées en désordre. Une fois devant eux, les mots me brûlaient les lèvres. Mon cœur battait à tout rompre. Je les ai regardés, puis d'une voix hésitante, presque tremblante, j'ai murmuré. « J'aimerais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois vraiment. C'est très étrange. Vous allez sûrement penser que je suis fou. » Le père de Tommy s'est levé doucement, visiblement inquiet, mais bienveillant. « Ne t'inquiète pas, Denis. Dis-nous ce que tu as sur le cœur. » Alors, j'ai pris une grande inspiration. J'ai parlé. J'ai rêvé de Tommy. Il m'a dit que s'il ne se réveillait pas, c'est parce que vous alliez déménager. Lui, il ne veut pas partir. Il veut rester ici, près de ses amis. Un silence glacial s'est abattu dans la pièce. Les visages s'étaient figés. Et soudain, sa mère s'est levée d'un bond, les yeux brillants de colère et de larmes mêlées. « Assez! Arrête avec tes histoires! Ce n'est pas le moment pour ce genre de bêtises. Je n'y crois pas à tout ça. C'est de n'importe quoi. »
Ces mots me transpercèrent. Je sentais les regards lourds, chargés d'incompréhension, m'écraser. Alors, sans rien ajouter, je suis sortie de la chambre, le cœur en miettes. Ma copine m'a rejoint, presque aussitôt. Elle voulait comprendre. Je lui ai tout répété, chaque mot, chaque détail de ce que Tommy m'avait dit dans ce rêve si étrange, mais si réel. Il m'a dit que si vous ne déménagez plus, alors il reviendra. Mais si vous partez malgré tout, il ne reviendra pas. Elle est restée silencieuse un instant, puis, déterminée, elle est retournée voir ses parents. Je l'ai suivie à distance, juste assez près pour entendre ce qu'elle allait dire. « Maman, papa, vous devez croire Denis, ce n'est pas son genre d'inventer. Et vous vous souvenez, avant de tomber malade, Tommy répétait souvent qu'il avait trouvé de nouveaux parents et qu'il resterait ici, même si nous partions. Vous l'avez entendu, vous aussi. » Sa mère l'écoutait, les mains tremblantes, puis ses yeux se remplirent de larmes, non plus de colère, mais de douleur et de doute. Elle s'approcha du lit, posa doucement sa main sur la tête de son fils inconscient et lui chuchota, la voix brisée par l'émotion. « Tommy, mon petit garçon, si ce que Denis dit est vrai, si tu lui es vraiment apparu, alors papa et moi, on te le promet, on ne déménagera plus. Reste avec nous, reviens, guéris, ne nous abandonne pas. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'attente, chargé d'espoir. 1 heure plus tard, le corps de Tommy a réagi. Ses doigts frémirent, ses paupières se mirent à cligner faiblement. Puis, il ouvrit les yeux. Mais ce n'est pas sa mère qui l'appela. Il me regarda et me dit faiblement « Merci ». Mon cœur manqua un battement. J'avançai, bouleversée. Ses parents se précipitèrent aussitôt vers lui, submergés d'émotion. Dans un souffle, Tommy leur murmura « Papa, maman, vous avez promis de ne plus déménager, alors je suis revenu. Mais si jamais vous changez d'avis, je retournerai avec mes nouveaux parents. » Un silence sacré s'installa, puis ses parents, les larmes aux yeux, posèrent leurs mains sur lui et répondirent d'une seule voix. « On te le promet, Tommy, on ne partira plus. » C'est ainsi que Tommy retrouva la santé. Après des jours d'angoisse et de doute, il avait enfin quitté l'hôpital, vivant et souriant. Sa guérison fut une joie immense, mais elle laissa derrière elle un goût amer. Car après son retour à la maison, quelque chose avait changé. Ses parents, ceux-là même qui pleuraient de reconnaissance au chevet de leur fils, commencèrent à m'éviter. Pire encore, un jour, ils m'ont pris à part, leur visage dur, leur regard froid. « Tu es peut-être un bon garçon, Denis, mais ce que tu nous as raconté, c'est impossible. Des esprits, des rêves qui réveillent un enfant malade, franchement, tout ça n'a aucun sens. » Puis, leurs mots sont tombés comme des coups de couteau. C'était sûrement juste le jour où Tommy devait se réveiller. Ta petite mise en scène est tombée au bon moment, voilà tout. Je suis restée figée, blessée. Mes parents, en apprenant ce qu'ils m'avaient dit, sont entrés dans une colère sourde. Ma mère, d'une voix ferme, leur a répondu. Sans notre fils, Tommy ne serait peut-être même pas là aujourd'hui. Plutôt que de le traiter de menteur, vous devriez le remercier. Mais la tension monta, rapidement, trop vite. Les relations se sont tendues. Les échanges sont devenus froids, presque hostiles. Et bientôt, mes parents me prirent à part, triste, mais déterminée. « Denis, tu ne peux pas rester avec leur fille. Ils te détestent. Et à force, tu vas en souffrir. » J'ai beaucoup réfléchi. Je l'aimais. C'était ma première vraie histoire, sincère, douce, pleine de promesses. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à effacer la méfiance et la rancune des autres. Alors, le cœur lourd, j'ai mis fin à notre relation. Nous nous sommes séparés, sans haine, sans cris, juste un silence douloureux et des regrets dans le regard. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vécu d'événements étranges, plus aucun rêve venu d'ailleurs, plus aucune vision, plus aucune voix. Aujourd'hui encore, tous ces événements restent gravés en moi, comme des cicatrices invisibles, à la fois troublantes et précieuses. Je ne sais toujours pas pourquoi cela m'est arrivé, à moi, si jeune, si ordinaire.
Était-ce un don, un sixième sens, comme ma mère aimait le croire? Était-ce juste le hasard, un passage entre deux mondes, un moment où la frontière entre les vivants et les esprits s'était simplement entr'ouverte pour me laisser voir? Je n'ai jamais eu de réponse. Et après tout, peut-être que je n'en aurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que ces expériences ont changé mon regard sur la vie, sur la mort, sur l'invisible. Elles m'ont appris à écouter ce que les autres ne perçoivent pas, à respecter ce que l'on ne comprend pas, et surtout, à ne jamais ignorer la voix de l'inconnu, car parfois, c'est à ceux qui écoutent l'invisible que revient la responsabilité de porter un message. Et ce message, aussi étrange soit-il, peut faire toute la différence entre l'oubli et le retour.